Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien dans cette émission. On s'y retrouve. Merci Claude, ça fait plaisir. Formidable. Fidèle collaborateur qui est là depuis la saison 3, 4. Je me souviens plus, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. En tout cas, on est heureux de t'avoir ce soir, les amis. C'est gentil ça. Ouais, mais tu... Non mais c'est un truc de politesse. C'est juste une introduction pour enchaîner. Non, c'est pas vrai. Je le pense vraiment, Claude. Je suis très heureux. Sinon, je t'aurais pas demandé de venir sur une émission un peu différente, un peu particulière, puisque tu le vois, nous sommes entourés de deux nouvelles têtes. Peut-être que vous les connaissez, sûrement pas. En tout cas, je ne sais pas. Pour nos amis internautes, on va vous expliquer ce soir. Mais j'avais envie qu'on puisse parler un peu plus pour les jeunes, avec des plus jeunes. Claude, tu seras le plus vieux des plus jeunes, mais c'est pas dit. J'ai pensé à te rajouter dedans. Donc c'est un compliment. Merci. Tu vois. Donc on va essayer de parler d'un thème qui va être qu'on connaît, en tout cas qui est souvent un thème peut-être évoqué, abordé, mais sous des angles peut-être un peu différents, celui de l'identité. Et pour ça, j'ai demandé à mon cher ami Lucas d'être avec nous. Lucas, ça va? Ça va très bien. T'es content d'être là? Je suis très content. Est-ce que tu suis On s'y retrouve? Pas du tout. Voilà, je savais. Faut être honnête. Tu vois? Est-ce que tu as déjà vu On s'y retrouve? En entier? Ouais. Non. Oh, ça fait mal. Je peux partir. Hein. Non, j'ai vu quelques bouts par-ci par-là. J'ai jamais vu une émission complète, mais j'en ai vu plusieurs petits bouts, juste les témoignages. Juste et c'est justement pour que des jeunes puissent la regarder. Alors, il y a des jeunes qui aiment beaucoup. Hein. Je dois dire, il y a des jeunes qui aiment beaucoup. Pas lui. Mais pour que l'émission puisse être suivie par des jeunes, on a fait venir aussi des un peu plus jeunes. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Yes, avec plaisir. Donc du coup, bonsoir à tous les deux, bonsoir à tous ceux qui regardent, on s'y retrouve. Je m'appelle Lucas Ezekiel, mais Lucas, vous pouvez m'appeler comme ça. J'ai 29 ans, je travaille dans une collectivité territoriale, chargé de mission. Et puis je suis aussi investi dans la jeunesse à l'église, notamment avec le groupe du Perchoir, donc les jeunes, pas trop jeunes, les 21-30, et aussi des responsables de The Rencontres. Voilà, c'est le chef de projet, le pilote, mon bras droit, mon meilleur bras. Wow. Droit, wow. puisqu'il y a le bras gauche aussi, qui avec moi, franchement, il est extraordinaire. En plus d'être brillant, il est drôle, cultivé. Oh là là. Voilà. Je suis marié, c'est bon. Il est marié. Oui, j'ai plus besoin de le vendre. Il a fallu faire des efforts des années. Beaucoup il est trop. marié, voilà. Ça fait quoi le mariage? Ça fait combien de temps que tu es marié? 2 mois et demi. Voilà, ça fait quoi? Vas-y, donne-nous un peu c'est super. Non, je suis hyper heureux. Je suis comblé. On dirait déjà qu'il est en prison, non? T'as pas senti un ton... J'ai senti une petite crispation. Petite crispation. T'as senti qu'il va se faire taper à la maison? Mais non, après 2 mois et demi, le mariage est normalement, c'est bon encore. Mais elle écoute On s'y retrouve, donc je dis chérie, je t'aime, voilà. Puis, ok, voilà. On est ravis. Marie. Et puis, alors, on a aussi avec nous Justine qui est là. Justine qui sera la plus jeune, du coup. Yes. Dans la vingtaine, la plus jeune. Voilà, un esprit plus féminin dans son monde de barbu. Justine, est-ce que tu veux bien te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Voilà. Ok. Du coup, moi, c'est Justine. J'ai 24 ans, bientôt 25. Là, je travaille à Jeunesse pour Christ. Je fais de l'animation et de la direction de séjours de vacances avec, du coup, des jeunes. Je suis investie... Explique juste ce que c'est Jeunesse pour Christ. Il y a plein de gens qui ne sauront pas, je pense. Ok, c'est une association jeunesse. On travaille dans différents projets. Et moi, du coup, je suis sur le terrain avec les jeunes. J'accompagne. Donc, je suis au contact des jeunes et puis je forme aussi des animateurs. Voilà. Et puis, à l'église, je sers avec les ados. Donc, à fond dans la jeunesse. Ouais, c'est vrai. Ça fait combien de temps, tous les deux, que vous avez donné votre cœur à Jésus? Oula, faut que je calcule. 16 ans. 16 ans, ouais. Wow. Excellent. Ouais, je dirais bien 5 ans. 5 ans, ouais. C'est bien. C'est beau, hein? Toi, ça fait combien de temps? Ouf. Compte plus. Ouf. Tu l'avais déjà donné quand tu es venu en France ou pas? Oui, bien sûr, je l'avais déjà donné au Cameroun. Ça remonte, j'avais, il me semble, 11-12 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais. 11-12 ans. Donc, Ah ouais, d'accord. Je vous parle d'un temps. C'est beau, Claude. Ce soir, peut-être pour le dire aussi, peut-être vous êtes des plus anciens, vous dites, mais moi, pour les jeunes, ça ne me concerne pas. Vous avez tous forcément un jeune que vous connaissez. Ou peut-être vous êtes jeune, ou alors un jeune, je trouve que c'est intéressant d'entendre aussi les réflexions que la jeunesse peut se poser. Les réalités, on est appelé en tant qu'Église à être connecté de manière intergénérationnelle. Donc je trouve que c'est très très édifiant aussi sous cet angle-là. Restez avec nous et dites-moi à la fin, ça m'intéressera beaucoup de savoir comment vous trouvez aussi ces axes-là, plus pour les jeunes, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur. Je pense qu'on s'y retrouve, a vraiment du potentiel.
pour parler à la jeunesse, pour ceux qui l'écoutent. Évidemment. Je pense que c'est surtout les échanges qui, pour moi, sont très, très édifiants. C'est dans les échanges, personnellement, que j'ai le plus appris dans ma vie. Donc, voilà, on va se lancer. Let's go. Yes. Ce soir, on va parler donc d'identité. L'identité, c'est un sujet qui est important, Bien sûr. sur tous les plans. Mais c'est un sujet aussi qui peut faire beaucoup, beaucoup souffrir. Moi, c'est un sujet que j'ai à cœur parce que j'en ai parlé, j'en ai souffert longtemps, mais j'en ai aussi beaucoup parlé, beaucoup prêché dessus. Donc voilà, peut-être avant même d'entrer en matière, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous posiez des questions déjà? À fond. Je trouve que c'est un des sujets centraux. Je trouve qu'il y a ta relation avec Dieu, puis tu as ta relation avec toi-même, avant même ta relation avec les autres. Et si déjà dans ta relation avec toi-même, ça va pas, c'est compliqué aussi d'être en relation avec les autres. Donc je trouve que l'identité, c'est un socle hyper important. Ouais. Bon, moi, j'ai déjà ramené ma carte d'identité. Hein. C'est bien. Voilà. Regardez, Pour il l'a dire à préparé. tous que, bien sûr, non, mais il faut le dire. Parce que, Je crois que c'est pas super sage de montrer tous les chiffres et tout sur ce. mais quand tu as parlé d'identité, je me suis dit, il vrai, non veut parler Non, de c'est choses un peu. Donc, je préfère dire que je suis français. Il l'est, Voilà, français. c'est bien. Et je peux le dire devant tout le monde. Tu l'es depuis quand en plus? C'est depuis quand que c'est français? S'il vous plaît, changeons de. Non, mais c'est pas. C'est Non, très bien, on est oui. heureux de t'avoir là, dans notre Mais pays. depuis une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans. Ouais, ça va faire une vingtaine d'années. Donc voilà, en termes d'identité, j'ai déjà une carte d'identité. Ah, c'est bien. Est-ce que c'est vrai que vous devez connaître la Marseillaise pour, La nouvelle génération, oui. Mais l'ancienne génération, en tout cas, nous, on avait, ça s'appelle comment? On avait une enquête des renseignements des RG. ouais, des renseignements généraux? Voilà, et ils ont fait d'abord une enquête de voisinage et tout ça. Et après, ils te font un entretien. Et ils savaient que je venais à la Porte Ouverte chrétienne. Et déjà, ils me parlaient, oui, les trucs des Américains. Je dis, ah non, c'est pas un Américain, c'est un paysan qui est là-bas. Voilà. Donc, ils ont compris qu'on n'était pas en lien. Mais donc, tu n'as pas des trucs à savoir. Par exemple, je sais que si je veux passer la nationalité suisse, si je veux faire une demande, il y a des choses que je dois connaître, tu vois. On s'éloigne un peu, mais tu sais que ma femme, elle est suisse, tu vois. sais, ouais. Et je pouvais l'avoir de manière naturelle. Et je n'ai pas fait la demande. Maintenant, je suis comme toi. Il faut que je fasse toute l'histoire Toutes suisse. les démarches. Mais du coup, non, je Hôtel, etc. garde mon identité C'est très bien. française. C'est très bien. Lucas, est-ce que c'est un sujet, toi, qui te... Moi, c'est un sujet qui m'a parlé quand j'étais ado. Parce que forcément, pour savoir qui on est, il faut aussi avoir un cadre familial qui nous montre qui on est, qu'on a de la valeur, etc. Moi, j'ai pas forcément eu un cadre familial parfait. Donc du coup, forcément, j'ai mis du temps à savoir qui j'étais, que j'avais de la valeur, et que en Dieu j'avais de la valeur. Et c'est un vrai cheminement en fait, jusqu'à se connaître parfaitement et être ancré dans son identité. Enfin, moi, ça a pris plusieurs années. Bah, on va peut-être revenir après aussi sur notre parcours, mais peut-être la première réflexion que je me suis faite en pensant justement le sujet de l'identité sur la jeunesse, c'est que je trouve que le rapport à l'identité aujourd'hui, il a évolué, qui est devenu un rapport assez factuel. Et une identité, tu vois, là, si on repart de cette identité-là, un nom, un prénom, une date de naissance, etc., à quelque chose qui est devenu de plus en plus aussi émotionnel. Je me sens. Autant sur le plan du genre, de la sexualité, que finalement pas mal de choses. Je me sens français ou je me sens pas français aussi, on l'entend. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos sur Insta. Si on doit partir en guerre, ils interviewent des Français. Si on doit partir en guerre, est-ce que tu iras te battre pour ton pays? Et tu vois des anciennes vidéos de l'INA, bien sûr, je défends mon pays, et les nouveaux qui te diront moins, quoi. jamais de la vie, etc. Oui, si je peux, ces notions-là sont venues avec le développement des sciences humaines de ces 30-40 dernières années. Avant, ces questions-là, on ne se les posait pas. De qui suis-je? Quelle est mon identité? Non, on n'en était pas là. Aujourd'hui, elles sont prégnantes, elles sont présentes, on en parle. C'est comme si c'est une question que tout le monde doit répondre avant ses 15 ans, sinon il ne réussira pas sa vie. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une génération qui a grandi sans se poser cette question et qui s'en tirait pas mal. Question de... On est passé d'une identité dite collective, la nation, à une identité dite individuelle. Moi, qui suis-je? Du coup, on a une identité singulière et tout le monde cherche son identité singulière, même dans l'Église. Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois? Et il y a une notion aussi d'identité plurielle. Le groupe, à quel groupe j'appartiens.
Et plus loin maintenant, une notion d'identité aussi, si je peux rajouter, dynamique. Parce que l'identité d'aujourd'hui, dans 10 ans avec 2 enfants, c'est une autre identité, un autre délire. Bien sûr. Mais j'ai quand même l'impression que le rapport à cette question-là, là où tu avais des éléments très tangibles sur quoi tu pouvais t'appuyer et tout ça, aujourd'hui, c'est quand même pas mal basé sur ce que je ressens, tu vois, sur le côté émotionnel. Là, on a... Donc, tu as dit, tu as 24 ans, Justina. Donc, toi, tu es début de la trentaine, moi aussi. Toi, tu es dans la quarantaine. Donc, on est sur on est sur un panel qui évolue. Mais tu as quand même l'impression, quand tu regardes de plus en plus sur les jeunes générations, mais même d'ailleurs que la nouvelle génération, elle est assez aussi facilement plus émotionnelle. Elle a un rapport à la vie qui est plus... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, non? Ouais, à fond. Parce que, pardon, vas-y. ce que tu disais, Claude, je trouvais ça hyper intéressant, la question de groupe et d'individualité. Je trouve avant, c'était simple, tu étais fils d'eux, tu vas reprendre le commerce de ton père. Et enfin, il y avait un truc qui était hyper logique, très tracé. Aujourd'hui, tu peux choisir ton identité. Du coup, tu peux choisir de t'affranchir de certaines choses. Donc, c'est intéressant. Mais en même temps, tu parlais du groupe. Et je trouve ça assez... contradictoire, parce qu'en même temps, je rejette l'identité de groupe, mais en même temps, on a plein de groupes et de sous-catégories de je m'identifie à telle et telle communauté. Et ça devient aussi quelque chose où tu choisis tellement de petits éléments de ton identité pour constituer ton identité générale. Je trouve que c'est assez intéressant, et en même temps, tu as l'impression que c'est super contradictoire. Je veux appartenir à un groupe, mais en même temps, je veux être différent. Mais en même temps, je veux pas non plus être rejeté. Donc, je rejette un groupe pour en avoir un autre qui fait un sous-groupe. Et on exclut ceux qui sont dans le grand groupe, mais qui sont pas dans le même sous-groupe. Enfin, c'est assez... Ouais. J'ai pas le mot, mais tu sens que c'est vraiment en construction, en tout cas. Même au sein des différences, je dirais, identitaires. Tu sens que ça évolue beaucoup aussi ces dernières années. Ça évolue vite. Oui. Ça évolue vite. Mais quand tu disais identité émotionnelle, de quoi tu veux parler, en fait C'est pas identité émotionnelle que je disais. Je disais notre rapport à la question, il est plus émotionnel. Là en fonction de ce que tu sens. En fonction de ce que tu sens, ce que tu ressens. Encore une fois, par exemple, si on prend l'aspect du genre, etc., c'est une interprétation qui est aussi beaucoup plus émotionnelle de ces questions. Mais même sur un plan plus large, c'est est-ce que je me sens ou est-ce que je le suis? Tu vois ce que je veux dire? Il y a les choses qui sont... factuel. Tu es français. Camerounais français. Français. Je suis français, tu vois. Bien sûr. Mais est-ce que je me... aujourd'hui, la question qu'on va me poser, c'est est-ce que tu te sens français? Je vois. Tu vois la différence? Donc l'approche de la question, je trouve qu'il a évolué. Renvoie à ton ressentiment, à tes émotions. Exactement. Et je dirais même plus, en fait, ce que tu sens, ce que tu ressens, tu vas te donner une identité qui va avec. Du genre, je sais pas moi... tout ce qui est hypersensibilité, TDAH, etc., c'est beaucoup de j'ai l'impression d'être comme ça. Du coup, je vais chercher un mot qui définit aussi qui je suis, au lieu juste de se dire, en fait, je suis sensible ou j'ai du mal à me concentrer. Aujourd'hui, tu peux t'approprier ça. Par exemple, la remarque, tout à fait, mais la remarque que tu fais là, ça exprime bien l'approche. C'est qu'on a besoin de se définir par quelque chose, et le moyen dont on se définit, c'est souvent par nos ressentis. Par exemple, je me sens... là, tu as pris des exemples. On a fait une super émission, je crois d'ailleurs, dans la dernière saison, où il y a deux saisons. J'ai repris un peu tous les termes un peu galvaudés en ce moment, TDAH, etc. Tu peux pas dire, tu l'as pas vu. Mais une super émission avec une psychiatre. On a parlé des pervers narcissiques, tous les mots à la mode, etc. T'avais envie de dire, le pervers narcissique, on l'entend partout maintenant. On l'entend de toutes les épouses qui ont un problème avec leur mari. Oui, mais vice-versa. Ouais, je l'entends plus chez les épouses que chez les époux, bizarrement. Oui, les hommes, ils disent autre chose. Ouais. Mais je ne le répéterai pas ici. Non, on ne répétera pas. Mais du coup, par exemple, on voit une vraie tendance sur TikTok et tout ça, d'autodiagnostic. Oui. Ouais. D'autodiagnostic, alors tu as TDAH, etc., mais tu as tous les 10, dyslexiques, etc., dysorthographiques et tout, mais tu as aussi tout un autodiagnostic de maladies type psychiatrique. Je sais que je suis schizophrène, je me sens parce que je suis ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc on essaye là on dévie un peu, mais c'est le but de l'émission, mais on essaye, je trouve, de se déterminer par quelque chose, et le moyen qui va interpréter notre détermination, c'est ce qu'on sent. Bien sûr. Je sais pas parce que si, du coup, les gens,
ils vont rentrer dans une certaine communauté et ils vont avoir ce sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça. Et je trouve que dans cette génération, ils ont envie de « Ok, je me sens hypersensible TDAH, je le sens, je le sais que je le suis, je rentre dans cette catégorie-là. » Et puis, sur un autre sujet, ils vont rentrer dans ce sujet-là et ils vont se sentir appartenir à une communauté de gens qui se sentent TDAH. Ben parce que toujours pour se faire du bien émotionnellement, d'être avec des gens qui comprennent ce qu'ils vivent. Donc, et j'ai l'impression, pas dire que je le ressens, je suis pas émotionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a ça de plus en plus en tout cas. Ouais. Vous faites le constat ou pas? Je suis d'accord. Moi, je fais le constat. Moi, c'est une analyse. Toi aussi. C'est un très bon constat. Moi, je suis père. Mais ça, on est mariés. Tu es marié aujourd'hui. Est-ce que, moi, dans ce que tu dis là, ce qui résonne en moi, c'est pourquoi est-ce que vous devez répondre à cette question? Et pourquoi est-ce que vous devez répondre aussitôt? Parce que c'est assez tôt que cette question s'impose. Mais est-ce qu'elle doit s'imposer? Est-ce qu'à 15 ans, je dois pouvoir dire qui est-ce que je suis ou à quel groupe j'appartiens? Mais comme on te pose tout le temps la question. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et on en avait déjà parlé une fois, mais comme ça, en discussion, on est vraiment on est vraiment arrivé dans un point de rupture, je trouve, dans notre société, où tout est communautarisé. Sur le plan ethnique, comme sur le plan des valeurs, j'ai l'impression que tout est de plus en plus communautarisé et que autant l'individualisme augmente, autant le besoin d'appartenance est toujours le même. Sauf qu'on doit se retrouver dans les mêmes valeurs. On se retrouve plus que dans les mêmes valeurs. Le dialogue, il est devenu compliqué. Le dialogue, et si tu t'identifies pas, on va te marginaliser. Et si tu t'identifies pas, on peut te marginaliser. D'où les carences qui sont déjà identitaires profondes, parce que un aspect, je trouve, qu'on n'a pas évoqué, mais et peut-être que, on tiendra une piste, pourquoi c'est plus en plus émotionnel. Une de mes lectures à moi, c'est que c'est aussi des générations, ce sont les premières générations où la majeure partie des enfants grandissent en famille monoparentale, ou en 50-50. Énormément d'enfants grandissent en famille monoparentale. On sait que sur une construction identitaire, c'est extrêmement important d'avoir un père, une mère. En tout cas, ça t'aide. C'est des points de repère forts. Tu le disais toi-même, tu n'as pas grandi dans un contexte évident. Est-ce que c'est pas là aussi une des sources? Je parle pas de manière personnelle, individuelle. Chacun répond à ses questions personnellement, mais de manière globale sur la génération-là. Je sais pas si tu as compris. Si, j'ai compris. Je suis pas. T'es pas convaincu? J'entends que naître dans une famille monoparentale, mais aujourd'hui le nombre de familles, même avec les différentes formes, la multiplicité des formes familiales, la pluralité des familles recomposées, la famille, la diversité de la famille aujourd'hui. C'est le même point. Même famille est fragilisé en fait. C'est le même point, c'est que justement cet endroit-là est devenu ce qui est vital pour une identité solide. Mais tu vois, avant je l'aurais dit, je pense qu'il y a une génération où c'était marquant. Mais je vois aujourd'hui une génération où même avec un papa et une maman à la maison, ça disjoncte quand même. Tu vois, donc c'est plus marquant comme cela a pu être. C'est-à-dire aujourd'hui, distinguer une famille, un enfant d'une famille monoparentale, d'une famille d'un autre type de famille, c'est plus la distinction. Pour moi, c'est les valeurs éducatives de la famille aujourd'hui et les fondements de la famille. Moi, je le vois quand même. Hein. Tu penses? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je pense que dans les entretiens pastoraux, je suis d'accord avec toi. Tu as des vraies valeurs et puis tu as des bonnes mères célibataires et des très mauvais parents aussi. Hein. Mais quand même, tu as un socle, tu vois. Pour moi, c'est la parentalité qui s'effrite. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est difficile d'être parent. C'est le couple qui s'effrite. Et du coup, une mauvaise conjugalité, si on peut dire ça comme ça, excusez le terme, mène à une mauvaise parentalité. Du coup, c'est même plus difficile aujourd'hui pour un parent de se construire avec un enfant, de se construire avec deux parents qui se tapent dessus à la maison. Donc, voilà, maintenant, ça peut être un élément de réponse. Hein, t'avais quand même des familles dans les années 50, 60, avec le père, un peu le cliché rural, mais le père qui, à la fin du boulot, il allait au bar pour boire un coup, il rentrait, souvent, il pouvait taper sur sa femme aussi, tu vois. Mais l'ensemble du pays montrait et renvoyait une image d'un père et d'une mère.
certes pas équilibré non plus, mais je suis assez d'accord en disant que mais même le couple est devenu, l'approche du couple est devenue émotionnelle. En divorce, c'est la même question. C'est un divorce pour un rien. Mais l'approche de la parentalité est devenue émotionnelle. Je veux que mes enfants m'aiment, je veux qu'ils soient mes copains, je veux tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça entraîne pas cette déviance au niveau de l'identité? Mais je sais pas si c'est forcément corrélé parce que ce que disait Claude, c'est que même dans un contexte très idéal, l'enfant il va quand même être confronté à ces questions identitaires parce que pour moi, je sais pas si ça vient tellement de l'intérieur ou de l'extérieur. Parce qu'en fait, c'est les autres qui vont aussi te poser des questions. Je partageais là récemment, moi quand j'étais plus jeune, j'étais avec des copines, on se tient par le bras, etc. Personne nous a demandé si on était lesbiennes. Aujourd'hui, moi je côtoie des ados, elles se posent la question parce que tout de suite on leur dit si vous êtes proches comme ça, que vous vous touchez, vous faites un câlin, forcément ça veut dire que... Ouais. Et là du coup la question elle vient parce que les autres te la posent, alors qu'avant c'était quelque chose... on faisait pas de corrélation entre un comportement et du coup une identité. Aujourd'hui, c'est plus juste ton comportement, c'est forcément si tu réagis comme ça, alors ça veut dire que... Alors qu'avant c'était juste tu fais ça, ça change rien. Et aussi, on va venir sur les réseaux sociaux parce que t'as de plus en plus de gens qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a toujours existé, peut-être ces questions identitaires. Après maintenant, on ouvre des catégories avec par exemple les furries aux États-Unis où tu te sens renard. Ça, je pense que ça n'existait pas peut-être il y a 30 ans. Ah, attends, parce que là, je pense à tous mes anciens qui nous écoutent. Pardon. Ça va explicite un petit peu. Vas-y, explique Claude. Ne comprend pas. Pardon. Explique ce que c'est les furries. Il y a eu aux États-Unis des gens qui se sentaient animal. Donc aujourd'hui, je suis un chat. Et donc, si je suis un chat, je peux aussi apprendre à courir comme un chat, sauter comme un chat. Vont se déguiser. En chat. T'as jamais vu? Imiter le chat, le chien, le renard. On pourrait les ramener au groupe d'intercession. Je ne sais pas quoi dire. T'as jamais vu? Non, j'ai jamais vu. Tu vois. J'ai béni. Mais voilà, mais ça, je pense que ça n'existait pas avant. Mais ils se déplacent comme ça. Mais oui, avec une laisse, avec des. Il y a des niveaux après d'identification. Mais ils ont des concours. Je sais pas si t'as déjà vu. Hein. Ouais, mais parce que je pense qu'à nouveau, il y a l'effet de masse. Oui, c'est ça. T'as l'effet communautaire. C'est ça. T'as l'effet. Mais je sais pas si. Je suis totalement d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que les deux s'opposent pas. Oui. Parce que pour moi, ce qui est à l'extérieur peut faire écho à des fragilités. Si à l'intérieur, tu vois, t'es beaucoup plus solide à cause du modèle, c'est plus facile de régler, en tout cas de répondre ou de balayer un peu ces questions qu'on va te renvoyer. Mais là où je suis 100% d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, c'est the sujet quand même. C'est qui tu es. Vous devez choisir. Avant, on n'avait pas le choix, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. C'est comme si le chemin était déjà tout tracé, donc on ne se posait pas ces questions. Et aujourd'hui, on vous pose ces questions avec une multiplicité de choix. C'est ça, tu n'as plus le choix A, B, tu as toutes les lettres de l'alphabet. Et là, tu vois des gens perdus qui doivent en chercher, on te dit, il faut que tu en trouves. Et du coup, tu dois appartenir, parce que dans ta niche, il y a sûrement déjà quelqu'un qui te ressemble. Et on fait ces mauvais choix-là très tôt, en étant fragile, et à partir de ce que tu ressens. Et on se retrouve avec une société de... Ah, il y avait une émission comme ça à notre époque. C'est mon choix. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est mon choix, oui. Où quelqu'un pouvait venir là, il s'asseyait, il dit, voilà, alors moi, je frappe mon épouse. Et on disait, c'est mon choix. Tu l'as vu celui-ci? Moi, je l'ai pas vu. Mais je revois l'émission. Mais c'était en fait, chacun pouvait dire, c'est mon choix. En disant, ton choix, on doit le respecter. Décider d'être infidèle. Et c'est ton identité. Voilà, c'est comme ça. Et c'est là que ça devient hyper vicieux parce que du coup, si c'est plus juste je suis colérique, mais que c'est, juste j'ai des excès de colère, mais je suis colérique, en fait, tu peux pas toucher à ça parce que c'est qui je suis. Donc tu dois accepter qui je suis parce que c'est moi. Et donc c'est là où je pense que ça devient un peu ton bouclier d'invincibilité. Et c'est pour ça que je trouve que l'approche, elle est émotionnelle. Oui, à fond. C'est que du coup, tu ne peux même plus débattre ou discuter parce que tu touches à mes émotions. Et comme mes émotions sont un peu ma ligne directrice et des fois mon Dieu, je sers mes émotions et mes émotions sont celles qui me dirigent, il y a justement plus de dialogue. D'où le besoin de communautarisme aussi. J'ai besoin de me retrouver avec des gens qui sont comme moi. C'est juste pas qui ne sont pas comme moi et avec qui je peux discuter, des gens qui sont comme moi. Et qui valident et qui du coup me laissent dans ma petite spirale de c'est normal parce qu'on pense tous pareil. Duquez, je sais pas beaucoup entendu. Moi, la question qui me questionne, c'est le fait à partir du moment où on a choisi dans la multiplicité d'identités qu'on a, on va ostraciser des personnes qui ne sont pas comme nous. Ostraciser. Mettre de côté. Ostraciser. Beaucoup mieux.
C'était pas pour moi, c'était pour Bien sûr, merci. Oui. pour nos frères et sœurs. Mais on va mettre de côté les gens qui sont pas comme nous, et forcément, on va rentrer dans un communautarisme de plus en plus fort, où du coup, on va être totalement et tout le temps en opposition avec des gens qui sont pas comme nous. Alors, c'est aussi un mot valise maintenant dans la société quand on parle de bien vivre ensemble, mais je trouve de plus en plus compliqué de parler de bien vivre ensemble quand on est tous. On en parle beaucoup dans les mairies. Hein. On en parle beaucoup dans les mairies, bien sûr. C'est vrai. Mais parce qu'on doit favoriser le bien vivre ensemble entre toutes les communautés, entre toutes les communautés d'identité. Mais ça devient compliqué quand, entre les communautés d'identité, les gens veulent plus parler. Peut-être revenir sur, je trouve que c'est super intéressant cet axe-là, mais j'aimerais peut-être qu'on revienne un peu plus à nous sur le plan personnel, parce que je pense qu'on a on a un arrière-plan différent. Justine, je me permets, tu as grandi avec tes deux parents, tu as grandi dans quel type de famille? Non, moi j'ai grandi avec ma maman et j'allais un week-end sur deux chez mes grands-parents qui sont chrétiens. Et du coup, j'ai vu la vie de ma maman, femme monoparentale, après mes grands-parents. Donc j'ai grandi un peu entre deux. Ok, donc ça va être intéressant si tu es à l'aise d'en parler. Si tu n'es pas à l'aise, tout à fait. Je respecte tes émotions. Claude, toi, tu as Moi, grandi dans quel avec contexte? ma maman aussi, et dans quand même une forme de... comment dire, de réalité familiale où c'est les femmes qui élèvent, qui élèvent, comme dit, culturellement. Et avec la réalité, tu vois, j'ai grandi avec mes tantes, c'est-à-dire je pouvais aller là pendant 2 ans vivre chez une de mes tantes et aller vivre chez l'une ou l'autre. Il y avait cette dimension de groupe, de communauté familiale en tout cas. Ok. Lucas? Moi, j'ai vécu avec mes 2 parents jusqu'à 10 ans. Après, notre père nous a abandonnés. Donc, forcément, à 10 ans, quand on est en train de se construire. Donc, c'est pas facile non plus. Et ensuite, famille monoparentale avec ma mère et ma grand-mère, du coup, la mère de ma mère. Je souligne quand même juste que, du coup, sur 4 personnes, moi, j'ai grandi avec mes 2 parents, mais sur 4 personnes, il y en a quand même 3 qui ont grandi en famille monoparentale. Ça montre quand même que le rapport à la famille, il a explosé. Et on le voit. Moi, je trouve personnellement, en tant que pasteur, je le vois dans l'Église maintenant, depuis quelques années, peut-être encore plus fortement, ce point-là. Je vois, j'identifie vraiment le manque de repères particulièrement paternels qui est extrêmement fort. Déjà, le rôle de père, c'est un rôle qui est devenu vraiment attaqué. Mais en plus de ça, il y en a de moins en moins. Ok, mais alors peut-être chacun d'entre vous, quels ont ce que vous avez envie de partager, mais est-ce qu'il y a eu des éléments sur le plan de qui je suis, mon identité, qui ont été défiants pour vous, et si oui, lesquels, voilà. Je vais vous lancer. Hein. Bah, si vous voulez, moi je peux commencer. Vas-y. Pour moi, les grosses difficultés que j'ai rencontrées, je pense le plus important, c'était mon identité de femme. Donc moi, j'ai grandi en banlieue parisienne et je trouve que c'est important de le préciser parce que ça change beaucoup de choses. Et déjà, de passer d'enfant à adulte, j'ai pas trop aimé. Ce côté un peu de toujours tu veux rester en arrière, c'est quand même plus sympa d'être enfant que d'être adulte. Mais alors, être une femme, je trouvais que c'était T'as grandi où en banlieue? Dans le 93. Ok. Non mais où? C'est pas très connu, Gagny. Ah ouais. RERE, pour ceux qui connaissent. On peut leur faire une dédicace. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense qu'il y a ce côté-là où moi j'étais un peu la fille, mais avec toujours les gars, enfin le petit gars parmi les gars en fait. Et après, en grandissant, de vraiment m'imprégner de cette identité de femme, c'était compliqué. Hein. Moi, je voulais pas trop être une fille. C'est pas ouf d'être une fille. Et puis, t'es un peu vulnérable. Et du coup, tu sais pas trop sur qui tu tombes. Et puis, moi, j'ai grandi avec l'idée que la femme dans l'église, c'est pas ouf. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand t'es une fille, t'as moins de possibilités que les gars. Du coup, j'ai pas mal été contre cette partie de moi. Et la deuxième grosse partie de mon identité que j'ai eu du mal aussi à accepter, c'est, je sais pas comment bien tourner ça, mais du coup, j'ai le teint un peu mat, contrairement au reste de ma famille. Et du coup, moi, je me suis jamais identifiée comme blanche. Donc, j'ai le teint blanc, je sais, ça va de mieux en mieux avec ça. Mais parce que, en fait, on parlait il y a pas longtemps avec, du coup, les collègues, c'était hyper intéressant sur le fait que, du coup, tu peux être blanc de peau, mais pas forcément t'identifier à la classe sociale des blancs. Et du coup, le truc des Français, moi, ça me parle. Ce côté où pour moi, j'avais des stéréotypes du blanc, et j'étais comme, moi, je suis pas avec eux.
pour moi, c'est genre un peu les banlieusards et les Parisiens. Moi, je suis avec les banlieusards, moi, je suis avec les marginalisés. Et du coup, c'est un truc aussi qui est encore un peu en construction. Ça va de mieux en mieux. Mais cette identité-là aussi, je pense, classe sociale. T'es 100% française? Ouais. Oh là là, on va devoir sortir nos cartes d'identité. On est avec comme moi elle a- ici. Comme elle a dit qu'elle a Mais- plus. Monsieur, mais en fait- monsieur, elle a monsieur dit qu'elle- Peterschmidt, s'il vous plaît. Oh là Mais là. j'ai les amis de la RG en fait. Mais il y a- RG qui, Il y a encore des questions comme ça qu'on Ça, pose. C'est Mais parce terrible. que, non, mais Non, parce mais que, alors, mais C'est une vraie question si parce je peux que développer comme, ça, comme tu le dis que Oui, t'es c'est plus ça. basané, c'est intéressant. c'est ça, mais parce que du coup, tout le monde est en mode, ça, c'est son mais c'est quoi identité. tes origines tout de suite? Et puis, tu viens pas du Maghreb, peut-être l'Amérique latine, et tout de suite, on me fait des pronostics de toutes mes origines, et t'es comme, bah non, mais. Et le fait que tout le monde vienne souvent là-dessus, je me suis dit, ok, il y a quelque chose d'étrange. Et c'est venu de l'extérieur, je trouve. Il y a eu beaucoup de ça de l'extérieur. Et aujourd'hui, j'en parlais encore cette semaine, mais t'as ce truc où jamais avant j'avais le droit à. Ah, mais toi, t'es pas une blanche, hein. Genre, t'as le rythme dans la peau, t'es pas une blanche, hein. Ah, tu danses bien, t'es pas une blanche. Et t'es comme, mais pourquoi tu mets ensemble des choses qui n'ont rien à voir? Et je pense que du coup, c'est la question encore de l'identité, à quoi est-ce tout à qu'on fait. associe. Et je pense, moi, j'ai beaucoup été contre, du coup, ces deux aspects-là de qui je suis, à cause des stéréotypes et des préjugés que j'accordais, en fait, à Bien sûr. ces Donc, parties-là. Femme et blanche. Ouais. C'est ça, hein, si j'ai bien Ouais. compris. Et française. je vous Française. le dis, puisque- Ah oui, Française. t'as dit puisque tu te sentais plus banlieusarde. Pour toi, le français blanc, c'était pas ça. Ouais, parce que moi, j'avais les banlieusards et les Parisiens. Et les Parisiens, c'est en mode, non, toi, tu viens de la banlieue, tu viens pas de Paris. Donc, ouais. Ah, nous, on connaît pas trop ça ici. Oui, non, vous connaissez pas. parce Nous, on que a vous- Mulhouse, quoi. C'est ça. Ah, Les champs ou les champs. C'est ça. Vous êtes Pas un peu trop on a choisi. voisins en Réberg, Alsace, on a oui, Réberg mais c'est ok. Boursulière. C'est vrai. C'est vrai. Lucaise, Moi, c'est sur deux aspects. Le premier, c'est sur le fait que j'avais de la valeur et que je comptais pour les gens. Ça, je l'ai pendant très longtemps, je l'ai pas identifié. Mon père nous a abandonnés. Et donc, je me sentais comme un moins que rien. Et voilà, mon père nous a abandonnés, ma mère a perdu son travail, donc on avait plus de ressources financières. Donc, vraiment moins que rien. Et de se dire, ok, mais est-ce que je suis un rebut de la société? Est-ce que je compte vraiment pour quelqu'un? Obligé d'aller au resto du cœur, notre père, on le voit pas, notre mère en dépression. Et de grandir là-dedans, en se disant, ok, mais pour qui j'ai de la valeur? Est-ce que je suis aimé? Par qui? Et moi, j'étais dans une école chrétienne, et donc j'étais le seul de ce cas avec que des amis qui avaient une famille stable, 2 parents chrétiens, et moi j'ai nagé là-dedans. Et c'était très compliqué pendant longtemps. J'étais dans mon lit et je réfléchissais, je me dis, ah mais si seulement j'étais dans cette famille, si seulement je pourrais être comme eux. Donc et ça a été très long jusqu'à l'adolescence. Et voilà. Donc toi, vraiment sur le plan plus de la valeur. là. Ouais, c'est plus, Au ouais, niveau et de que l'identité. on est aimé par quelqu'un, Ouais. par Dieu, forcément. Mais et le fait qu'on a de la valeur, on a de la valeur et on sert forcément à quelque chose. On n'est Mais pas des c'est moins sûr. que rien. En même temps, avec ce que tu as vécu, c'est d'être abandonné par un père, c'est extrêmement violent. Je sais pas Ouais. s'il y a beaucoup de choses aussi ou plus violentes que ça. Claude, toi, t'en as eu des défis sur le plan identitaire? Je vous parais super spi. Ça va? Ça dérange personne? Non. C'est Quand ok. même dans... Je le couperai au montage. Mais le fait que... C'est sûrement le fait que j'ai donné ma vie à Jésus m'a beaucoup aidé. Je l'ai fait tôt, assez tôt, pour qu'il y ait des questions que je n'ai pas à me poser. Ouais. Et pour que je puisse traverser cette transition Cameroun, France, dans une communauté qui est la communauté d'église. Moi, je pense Chose qui est que... défiante, cette transition-là. Quand- Venir du Cameroun en France, hormis, sans parler du fait que tu as accepté le Seigneur, etc., Bien sûr. mais ça pourrait être un vrai défi. Ça aurait pu être un vrai défi s'il n'y avait pas eu d'église. Ouais. C'est pour ça que, et je le dis très clairement, parce que quand je suis arrivé là, sur Mulhouse, très tôt, je suis venu là à la porte ouverte chrétienne, qui s'appelait le Plein Évangile, l'église du Plein Évangile. Et très tôt, j'ai eu des amis. Très tôt, j'ai été en lien. Du coup,
Ça t'a protégé? Ça m'a protégé. Il y a comme une continuité dans une. Je dis pas qu'il y a eu des questions. Il y a eu sur le chemin, bien sûr, des questions principales, les questions d'être, excuse-moi l'expression, noir dans une église de blanc quand même. Oui, on était très peu. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, nous arrivons, ça s'appelle le remplacement. On ne voulait pas faire la blague. J'y ai pensé. Tu vois, j'étais précédé. Bientôt, nous sommes là. Donc, tu sais qu'il est libanais aussi. N'ayez pas peur. C'est vrai? Oui, il est libanais aussi. Sors-lui sa carte d'identité parce qu'il ne nous définit que par nos origines. Ouais, parce qu'il est très blanc. C'est là où on renvoie, c'est une question d'identité. Voilà, et après, on se demande pourquoi les gens se posent des questions. Après, on se demande. Mais sincèrement, le rôle de l'Église, parce que quand tu viens, et je bénis le Seigneur pour cette Église, je dis, on n'est pas parfait, oh là là. Et Dieu seul sait qu'en Alsace, c'est quand même autre chose. Mais Dieu seul sait aussi que quand l'Alsacien t'ouvre le cœur, il est ce qu'il est. Mais quand il t'ouvre le cœur, mais tu es à la maison. Je veux honorer les Pellicano, notamment la famille Pellicano qui m'a accueilli, les amis qui sont aujourd'hui des proches, mais qui m'ont permis de me sentir, ouais, je suis dans la maison de Dieu, je suis enfant de Dieu. Alors et cette identité en Christ. Alors, on va revenir justement sur cet aspect après, mais moi, j'ai peut-être une question où, du coup, je ne sais pas. Est-ce que, tu vas dire t'abuses, tu me renvoies toujours à ça, mais est-ce que, culturellement, au Cameroun, c'est plus facile, comme tu es dans une société où c'est la matriarche, est-ce que c'est plus facile de grandir juste avec une mère, d'après toi, ou là où en France, ce n'est pas le cas? Ou est-ce que culturellement, tu es plus solide, tu as vu plus d'exemples, plus de, tu vois? La question d'identité est liée aussi, peut-être, pour notre part, à la question d'affect. Dites-vous, je reviens à ce que j'ai dit, et c'est très important, ces questions, on ne se les pose pas il y a 20 ans. Je veux dire, aujourd'hui, vous en parlez comme si c'est au cœur de votre identité, de vos vies. On ne se les pose pas il y a 15, 20 ans, il y a 10 ans, on n'en est même pas là-dedans. Donc c'est déjà, qu'est-ce qu'on va, les gars, on est dans d'autres choses. Hein. Mais il y a quelque chose qui est lié à l'affect dans nos sociétés, on va dire, matrimoniales. C'est que très tôt, en tout cas je le définis comme ça, c'est mon prisme, on te met au sein. Et le sein renvoie un lien très fort. Et après tu passes au dos. Et le dos, ça veut dire que il y a toujours un contact affectif. Et après, tu passes sur le genou parce qu'il y a déjà un qui est au sein et l'autre qui est au dos. Je caricature un peu. On est d'accord? Tu passes au genou. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire que c'est comme quand tu quittes la matrice, la maman, il y a comme une... Tu as une dose énorme. Il y a comme il y a quelque chose d'une assurance qui fait qu'il y a... Voilà pourquoi nous honorons nos mères à une dimension. Et moi, ce qui m'a marqué ici, en tout cas avec mes enfants, c'est que dès le premier jour de la naissance, il y a une infirmière qui venait, non, ne dormez pas avec l'enfant, vous pouvez vous reposer, mettez-le en couvette, faut lui trouver une chambre. Et j'ai toujours dit, avec mon épouse, on a eu la grâce de dire, non, on veut pas ça en fait. On veut leur donner... Je trouve que on veut déjà remplir leur réservoir affectif aujourd'hui parce que c'est de ce réservoir-là que va dépendre leur assurance et plus tard leur identité propre. Je ne sais pas si ça... Du coup, ça revient à ce que Ben disait au début sur l'absence de lien. Parce que du coup, si forcément on a un père un parent qui est pas là, parce que du coup, ce que tu disais, c'est d'avoir des liens en fait avec ses parents. C'est juste. Pour avancer un petit peu justement sur cet affect, on comprend que... Tu en veux pas? Oui, merci. On comprend que, en tout cas en vous écoutant tous, c'est que finalement la question de l'identité, elle prend les défis identitaires, ils prennent des couleurs selon les personnes aussi. C'est vrai. Je sais pas si t'en veux. Ton rapport à la femme, ton rapport aussi à toi, à l'amour, tout simplement. Ton environnement. Moi, pour le coup, tu vois, j'ai grandi dans une famille avec 2 parents, une famille chrétienne, et j'ai rencontré le Seigneur très tôt. Mais quand même, et je dois dire que c'était pas des sujets, honnêtement,
quand j'ai commencé à prêcher ça à l'église, c'est parce que j'en entendais très peu parler. Et je pense pas avoir été encore dans la génération où on m'a gavé avec tous ces trucs-là. Tu vois, moi je suis né en 93, même si c'est il n'y a pas 30, 40 ans, on n'était pas à se poser les questions tout le temps. Mais il y avait quand même eu des... alors est-ce que le réservoir, sûrement que le réservoir n'était pas plein, tu vois? C'est ce qui a amené la carence affective, ça c'est sûr qu'il y a eu, c'est sûr que ça a contribué à amplifier les failles avec le temps. Donc moi je sais que personnellement sur le plan de c'était plutôt être aimable, tu vois, être aimé des gens, l'aspect identité, la notion de valeur, la notion d'être, dans mon cas c'est un peu particulier je pense, mais d'être quelqu'un sans être le fils d'eux. Ça, moi, j'ai grandi tout le temps. Donc, quand on te renvoie tout le temps à cette image-là, c'est difficile de te détacher. Et je le disais dernièrement dans une autre émission, moi, aujourd'hui, je suis pas juste le fils d'eux, je suis le fils d'eux qui fait la même chose que le père. Donc, tu es toujours rattaché à ça. Et ça peut être un vrai défi. C'est juste. Parce que, qu'on le veuille ou non, naturellement, les gens, ils peuvent te comparer. Alors des fois, ils peuvent te comparer en disant « Ah, mais toi, quand c'est toi », ou alors ils peuvent te comparer « Ah, quand c'est lui ». Et c'est des fois difficile, ça peut toucher la même chose, mais des fois, ça peut être difficile si tu n'es pas guéri. Mais c'est pour ça que pour moi, le point central, c'est comment on fait pour aller mieux. On a vu là que l'approche, elle est très émotionnelle, mais est-ce qu'on répond par de l'émotionnel? Est-ce qu'on comble cette carence par d'émotionnel? Toi, tu as parlé, on va venir sur le terrain spirituel. Mais j'aimerais vous entendre, vous aussi. Alors, Claude a donné ses éléments de réponse. Justine, comment tu as dit que tu es encore en chemin? Et je pense qu'en fait, on est en chemin sur plein de questions tout au long de notre vie, hein, avec les rôles qui viennent. Tout à coup, tu verras quand tu seras mère, tu vas te dire, tu vas être face à toi-même sur des réalités qui vont te donner plein d'autres réponses aussi. Comment les éléments que tu as déjà, d'accepter que tu es blanche. Ça t'a dit que tu l'as accepté. Tu le dis là, bam. Mais t'as dit que tu l'as accepté, ça. J'ai l'impression d'être sur CNews. Hein. Non, mais je suis mal à l'aise. Je suis pas à l'aise. Ça va, Pascal Pro? Jean-Michel abuse tout le temps. Non, mais je pense qu'il y a déjà faire le tri entre, OK, qu'est-ce qui vient de mon éducation, qu'est-ce qui vient de l'école, qu'est-ce qui vient de mes amis, qu'est-ce qui vient des réseaux et qu'est-ce qui vient de la parole de Dieu. Je pense que moi, j'ai dû faire un gros tri sur plusieurs de mes convictions, où juste j'avais l'impression que je pensais comme ça et que j'étais convaincue. Et en fait, c'est juste, on m'a appris à penser comme ça. Et je pense que plus je lisais la parole de Dieu, et plus il y a des choses qui s'éclaircissent au fur et à mesure. Je sais que pour toute la question du rapport au fait que je sois une femme, j'en ai parlé avec Johanna, par exemple. De comment tu vis ça, comment tu as cheminé aussi peut-être dans ton histoire, et juste moi, voilà, là où j'en suis, est-ce qu'on peut prendre le temps et c'était chouette en fait, parce que de venir éprouver ça avec quelqu'un d'autre, je trouve que pour moi, ça a été vraiment quelque chose de trop positif, de se dire je suis pas toute seule à gérer tout ce qui se passe à l'intérieur. Et puis après, d'accepter aussi, je pense que c'est là où il y a des choses où t'as pas forcément quelque chose de logique en face. Souvent, on aime bien remplacer. Et c'est des fois juste de se dire, t'as pas besoin de tout comprendre, d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Faut juste croire que c'est bon, que c'est vrai. Et c'est juste petit à petit. Je pense que c'est des choses qui infusent aussi au fur et à mesure. Ouais, d'accepter que tu vas pas régler. C'est pas, pour moi, la question de l'identité, c'est pas un truc où tu coches, tu dis bon, c'est bon. Pour moi, il y a un socle qui est quand même essentiel. Mais t'as quand même... T'acceptes que justement, tu as plein de trucs qui se règlent avec le temps et que la vie, c'est un voyage. Elle est dynamique, elle se construit. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'arrêter. Chez toi, je trouve, Justine, alors je ne te connais pas beaucoup, mais un des points, c'est d'ailleurs entre autres pour ça que je t'ai fait venir sur le plateau, c'est que je reconnais chez toi que tu es quelqu'un qui te pose plein de questions. C'est pour ça que c'est intéressant sur une émission. Et du coup, je pense que c'est ce qui t'aide aussi. C'est que là où vous verrez, chers amis, une prochaine émission, dans un mois, on va parler justement des écrans, des médias et tout ça, le rapport à l'autre. Mais on est dans une génération qui évite ce genre de trucs. On se nourrit de vidéos, de scrolling, etc. Et que savoir s'arrêter
pour se questionner, tu as dit mais faire la part des choses entre ce que j'ai reçu de la famille, des amis, des écrans, de la parole de Dieu, mais ça demande du travail. C'est clair. Et puis c'est aussi arriver avec le... En fait, peut-être que j'ai pas tout compris. Pas souvent, on est un peu orgueilleux en mode non mais c'est bon, je sais. Et se laisser aussi reprendre par d'autres, entre guillemets, ou juste se dire ok, là peut-être tu vas dans la mauvaise direction. Je pense que c'est quand même aussi précieux en fait. Le vis-à-vis. Ouais. Un vis-à-vis équilibré alors. Et après, il faut choisir la bonne personne. Il ne faut pas non plus écouter les voix de n'importe qui. Sinon, ça peut encore plus t'entraîner dans des choses. Et je pense que c'est aussi, en tout cas pour moi, dans ce que j'ai vécu, c'est déjà se dire, en fait, ce que Dieu fait est bon. Parce que moi, je voyais que le négatif, en fait, sur mes deux problématiques. En me disant, j'ai l'impression que ça signifie ça. Et j'ai du mal avec les conséquences ou avec l'image que j'ai. Et c'est de se dire, déjà, Dieu ne s'est pas trompé. Enfin, moi, je suis pas arrivée au point de me dire, ok, je me sens garçon. Enfin, jamais de la vie, ça s'est passé comme ça. Et je suis reconnaissante parce que je pense que peut-être si j'étais née 5 ou 10 ans après, c'est des questions que je me serais posées parce qu'on m'aurait poussée là-dedans. Et c'est de se dire, en fait, ce que Dieu fait est bon. Amen. Et même si aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être je vois les avantages de l'inverse que ce que je suis, en fait, Dieu s'est pas trompé, donc à moi de voir ce qu'il y a de beau en fait dans le fait d'être une femme et de pas être un homme. Il y a des richesses, c'est trop cool. Et c'est d'accepter de voir. En fait, c'est de voir ça plutôt que de voir que les négatifs et de rejeter. C'est d'accepter que ok, je fais le deuil et puis j'accepte ce qu'il y a de bien. Ma question, alors par rapport à toi et à ce que tu as parlé du parcours, puisque tu as grandi avec ta maman, tu as grandi que avec des gars aussi de l'autre côté. Est-ce que tu as l'impression que ton rapport à l'homme, il est challengeant aussi? Parce que justement, tu étais peut-être un peu pendant tout un temps dans un déséquilibre. Je me sens plus comme les mecs. À fond. Mais parce que moi, j'ai eu une maman, j'ai eu la maman solo, genre super-héros, qui fait tout toute seule. Donc pendant longtemps, j'étais comme, déjà, pourquoi t'as besoin d'un garçon? Parce que en tant que femme, tu peux vivre ça, mais en même temps, tu sens que j'avais l'impression que les femmes étaient inférieures aux hommes. Du coup, j'étais comme, mais ça va pas avec ma réalité. Et puis moi, j'ai les caractéristiques de ce que j'imagine du stéréotype du gars. Je fonce, je prends la parole, j'ai pas peur, machin. Donc, il y a un truc qui est dissonant parce que justement, moi, j'ai eu un père qui est vachement absent, qui est beaucoup plus effacé. Donc, j'ai pas vu ça dans l'homme, mais j'entendais que c'était ça qui était attendu. Donc, il y a un truc qui rejoint pas, en fait, qui connecte pas à l'intérieur. Et c'est en ça, je trouve, où on voit qu'à quel point l'identité, c'est essentiel pour les interactions, pas juste aujourd'hui, mais futures. Oui, aussi. Tu vois, je connais quelqu'un qui n'a que grandi, une femme qui n'a que grandi dans un contexte féminin. Le jour où elle s'est mariée, ça a été vraiment challengeant. Parce que ça fait écho à des carences si elles ne sont pas réglées. Si c'est réglé, en fait, c'est ce que tu dis. Et on va terminer sur ça. Mais le rapport ensuite à ta foi, elle va... Moi, je dis toujours, le rôle du Saint-Esprit, c'est de redresser aussi ce qui a été tordu. C'est juste. Et c'est du travail. Des fois, c'est difficile. Peut-être avant de terminer sur ça, Lucas, toi, tu n'as pas partagé aussi... Oui, moi, c'est... alors, j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 16 ans. Mais vous l'avez dit, du coup, notre identité, elle se construit en fonction de différentes étapes de vie qu'on a, quand on grandit, quand on est marié. Et moi, il y a eu un moment de bascule au bout d'un moment aussi, où je suis rentré à la fac. Où du coup, forcément, moi j'étais dans une école chrétienne, on était 10, 5 par classe. Je suis arrivé dans... T'as fait toute ta scolarité dans... J'ai fait toute ma scolarité dans une école chrétienne. Et je suis arrivé dans une fac de sciences sociales, où on était 500 dans la promo. Donc t'es passé du lycée à la fac. Je suis passé du lycée à la fac, du bac à la... Non, mais de 4 à 5 dans ce truc-là. On était 3 en terminale, je suis passé de 3 à 500 dans ma promo. 3 personnes dans ma promo, enfin 3 personnes où on aimait le Seigneur, à je suis le seul qui ouvertement ose parler de Dieu, et les autres ont pléthore d'avis, où moi des fois j'osais même pas donner mon avis. Et en fait, forcément, donc, j'arrive dans ce moment de bascule hyper important où du coup, t'es plus dans le cocon de ton école, t'es plus dans le cocon chrétien, t'es plus dans le cocon de ta famille, tu te retrouves à Strasbourg tout seul et t'es là avec plein d'avis, plein d'identités différentes et on te demande de te définir en tant que tel et de rejoindre un groupe ou non. Et ça a été hyper compliqué pendant 2-3 ans
Alors, et c'est ce que tu disais, moi, le Saint-Esprit m'a beaucoup accompagné, m'a beaucoup aidé. Des fois, c'était très dur. J'avais des amis qui me disaient, mais du coup, t'es gay, t'es hétéro? Je leur disais, moi, je suis chrétien, et du coup, des questions qui, du coup, viennent en moi en me disant, mais du coup, est-ce que je suis plutôt hétérosexuel? Est-ce que je suis homosexuel? Est-ce que j'ai une autre identité? Et du coup, il y a plein de questions qui viennent comme ça sur plein de sujets. Et ça a été vraiment, vraiment très compliqué. Et pour rebondir sur ce que tu disais, le fait d'avoir des garde-fous chrétiens, des gens sur qui tu peux compter, des vrais frères et sœurs en Christ. Moi, j'avais eu la chance d'avoir un ami qui a été mon coloc, qui m'a aussi beaucoup challengé sur ça, qui du coup a été vraiment là avec moi. Et je pense que moi, ce qui a été vraiment salvateur, c'est d'avoir des piliers de la foi autour de moi, qui m'ont permis de continuer et d'avancer et de savoir qui je suis maintenant, enfant de Dieu. D'où l'importance du lien générationnel. C'est ça. Je sais qui je suis. De l'Église. Ouais. Mais donc on voit que c'est intéressant dans ce que tu dis parce que mine de rien, tu as quand même aussi eu tout un héritage. Alors chacun son avis, mais de faire sa scolarité de la primaire jusqu'au lycée dans une petite classe comme ça et ensuite passer directement à 500, ça peut être un vrai défi. Mais tu as quand même eu un héritage. Et je pense que tu as pris des positions aussi avec Christ quand tu avais 16 ans, tu as dit. Oui. Donc ça te permet d'affronter, comme tu as dit, pléthore d'avis et pas être juste dans « je suis ouvert à tout ». Tu as déjà été édifié sur quelques points. Oui, ça permet d'affronter, mais tu te retrouves vite seul et vite démuni et découragé. Et tu te dis, mais ok, mais tout ce qu'on m'a dit sur Dieu, est-ce que c'est vrai? Parce que du coup, chacun a son avis. Quand quelqu'un parle, ça a l'air plutôt intéressant ce qu'il dit, c'est peut-être vrai. Mais est-ce que moi, tout ce qu'on m'a raconté à l'église, à l'école, est-ce que c'est vrai ou pas? Et du coup, tu te retrouves comme ça sur une ligne de crête hyper étroite en disant, ok, mais si je fais le choix de rejeter toutes les valeurs chrétiennes, toute mon identité chrétienne, je vais y arriver, d'un côté, je serai plus forcément aimé, et on en revient à cette question d'amour. Et communauté. Et du coup, si j'affirme que je crois en Dieu, que j'ai des valeurs chrétiennes et je sais que je suis un enfant de Dieu, je ne vais pas être aimé de l'autre côté par tous mes amis, tous mes camarades de promotion. Et donc du coup, c'est de se dire, ok, mais si je veux me sentir aimé, il faut que je me sente appartenir à telle ou telle communauté. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment de faire des choix et d'affirmer, ok, mais je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je sais quelle est ma valeur. Et je sais que je suis aimé par Dieu. Mais c'est en ça où à un moment donné, finalement, quel que soit, parce que tu avais des gens qui t'ont accompagné, mais ils ne peuvent pas combler ce que tu disais, ce vase qui est là, ce réservoir qui est là. Moi, j'ai eu des parents chrétiens, ils ne peuvent pas tout combler. J'ai eu l'Église, moi j'ai eu le privilège de grandir ici, de l'avoir vraiment sur des années et des années, dans plein d'éléments, mais ça ne peut pas tout combler. C'est qu'à un moment donné, t'as beau être enfant de chrétien, il faut que toi-même tu fasses ta démarche pour que tu sois enraciné. Parce que face à des vents, le monde c'est comme des vents, il faut que tu sois bien solide pour pouvoir tenir. Pareil pour toi, Justine, t'as des gens qui te renvoient, mais ils te renvoient toujours à quelqu'un d'autre. Au final, pour moi, je pense que la question de l'identité, j'ai fait une émission là qui va être diffusée, je crois, un peu. Je sais plus. C'est soit celle, la prochaine, chers amis, soit celle juste avant. Mais à qui on a parlé de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est vraiment une maladie dans l'identité. Parce que l'orgueil, elle va questionner ton identité. L'orgueil, elle te dit, tu veux être comme Dieu. Donc tu vas être en compétition avec les autres, tu vas être en compétition avec toi-même, tu vas être en opposition avec Dieu. Donc en fait, ça te crée vraiment un problème au niveau de ton identité. L'humilité, c'est ce qui te permet d'être restauré par rapport à l'orgueil. Et quand tu es restauré par rapport à l'orgueil, l'humilité, c'est quoi? C'est je me vois comme Dieu me voit. J'accepte mes forces, je suis conscient de mes faiblesses. Et quand je me vois comme Dieu me voit, c'est ça finalement la véritable identité. C'est pas autre chose, c'est pas une question de ressenti. L'identité, c'est factuel.
pour moi, hein, enfin pour moi, c'est ce que je ressens, mais l'identité, c'est je suis, c'est pas je ressens. Je suis, c'est une affirmation. Dieu dit je suis celui qui est. Il est pleinement complet dans qui il est, et c'est ce qui nous laisse. Quand il vient habiter en nous, c'est ce qui nous laisse. Et tout son travail, le rôle du Saint-Esprit, c'est justement de rééquilibrer tout ce qui a été tordu par des déséquilibres familiaux, sociétaux, de proches, etc. Et il va redresser. Moi, l'exemple qui me marque, que je dis souvent, c'est Jérémy Young, qui est un des pasteurs, enfin, vous connaissez, pasteur chez nous, qui dit toujours, mais moi, j'ai jamais eu mon père qui m'a dit « je t'aime ». Il ne l'a jamais formulé comme ça. C'est un gars de quartier, etc. Il ne l'a jamais formulé. Et tu as des familles, ils ne formulent pas grand-chose. Mais il dira, mais j'ai jamais eu le moindre doute que j'arrive ou que j'ai envie de le formuler avec mes enfants. Pourquoi ? Parce que ce que je n'ai pas reçu de mon père sur terre, naturellement, c'est sûr, mon père dans le ciel me le donne. Amen. Et je pense que combler ce réservoir-là, ça vient vraiment seulement de la part de Dieu. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Ma grand-mère, une fois, elle m'a donné un verset que j'ai encore, qui est « Tu comptes plus pour Dieu que tous les petits oiseaux sur terre ». Alors, je ne vais pas dire l'autre verset que Dieu connaît le nombre de mes cheveux, parce que je pense qu'il les connaît, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai su... Moi aussi. C'est vrai. Toi, bon, ça met du temps à compter. Et du coup, la partie la plus intéressante pour moi, t'inquiète, partie la plus intéressante pour moi, c'est de savoir que je compte plus que tous les petits oiseaux. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. C'est ce qui a rempli le réservoir. C'est ça. Oui. Et puis le côté, dans ce que tu dis, c'est permanent en fait l'identité. C'est je suis. Là où souvent dans les failles c'est très passager. C'est je ressens. Et c'est juste, s'approprier le. En fait, je suis. C'est permanent pour tout le temps en fait. Enfin, je suis enfant de Dieu et il y a rien qui va faire que. Ah ouais, non, là, j'ai fait ça et du coup, c'est plus le cas, en fait. T'es un peu moins enfant de Dieu. Ouais, c'est ça. Et je pense que à un moment, c'est juste accepter que même quand je le ressens pas, bah, c'est juste une vérité et puis elle est permanente. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux... Je me sens pas aimable, mais tu l'es. C'est pas que tu le ressens ou pas, tu l'es. Je me sens pas une vraie femme ou un vrai homme, tu l'es, que tu le ressens ou pas. Et c'est en ça où pour moi l'identité c'est un sujet tellement... Et Claude, effectivement, on n'en parlait pas. Tu vois, j'ai eu une discussion intéressante avec Claude Gréder il y a quelques temps de ça. Où il s'est rendu compte, après lui, un passage très difficile de sa vie, quand il est passé par un burn-out, il en a témoigné, mais il s'est rendu compte que lui-même, il a été questionné sur ces choses-là, à cinquantaine passée. Et il me disait, mais Ben, il faut que je te demande pardon, parce qu'à l'époque, quand tu prêchais dessus, je me suis dit, pourquoi il nous casse la tête avec ces trucs-là, jusqu'à ce que moi-même, en fait, je me prenne un mur. Et là, je comprenais mieux. Pour moi, l'identité, c'est vraiment le sujet, en fait. Pour beaucoup de gens, pas sur le plan qu'on voit nous, mais je parle sur un plan spirituel. Bien sûr. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les questions identitaires sont tellement importantes. C'est le sujet sur... C'est le squelette, l'identité. C'est ce qui va définir toute ta trajectoire, tout ce que tu vas transmettre, tout ce que tu vas construire. Donc si on te piège dans ton identité, si on distille un mensonge dans ton identité, d'un truc que tu ressens, on te dit c'est ton identité, forcément c'est toute ta trajectoire qui ne prend pas le virage que Dieu souhaite. L'identité c'est un fait et ce fait c'est celui qui te l'a construit. Amen. Si je suis pas un bon bricoleur, mais si je décide de construire un objet et que je dis il sert à ça, je l'ai construit parce qu'il sert à ça. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés en disant c'est ça. Un humain, c'est ça. Benjamin, c'est ça, de manière spécifique. Moi, j'aime toujours dire, pour moi, Dieu, j'imagine toujours Dieu quand il nous crée avec une feuille, un crayon, et il fait un dessin, il nous dessine, il l'envoie et il dit c'est lui. C'est pas différent. Moi, de manière pratique, je détestais mon nez des années et des années. J'ai toujours dit à 18 ans, je le fais refaire. Je le frappais, je me supportais pas. Et je comprenais pas pourquoi Dieu m'a fait comme ça. Mais quand j'ai commencé à prier, fait que je me vois comme tu me vois, c'est ce qui a tout changé. Amen. Et donc, à un moment donné, ce que je savais là, c'est descendu là. Et c'était, OK, je sais, et donc je crois, que s'il m'a sélectionné là, c'est qu'à ses yeux, c'est la meilleure des versions de Benjamin Peter Schmidt. Donc, c'est un fait. Amen. Et c'est ce qui a tout changé. Amen. Et c'est pour ça que l'identité, oui, aujourd'hui, c'est un sujet d'autant plus important,
parce qu'on n'a jamais autant attaqué l'identité. On n'a jamais mis autant de mensonges dans l'identité. On n'a jamais autant posé de questions. Ouais. Oui. Parce que le diable n'a même pas besoin de te mentir, il juste il pose des questions. Si tu es le Fils de Dieu, Mais oui. bien Dieu a-t-il réellement dit? C'est des questions. Tout ça, c'est des questions auxquelles on te demande de répondre. Mais si tu ne réponds pas par la parole, si tu vas trouver les réponses ailleurs, tu es déjà perdu. Et il te faut pour moi, il te faut une vraie révélation personnelle. Parce Ah, qu'il y a bah, ce qu'on va clairement. prêcher, mais ce qu'on prêche, pour moi, doit encourager tout le monde à avoir une révélation personnelle. Tu vois, j'avais mentionné une fois, tu as cité ce texte de Satan qui cherche Jésus en disant si tu es, mais tout au long de sa vie, tout au long de son ministère du moins, On va lui poser cette question. Jésus a été remis en question dans son identité. On lui a posé la question, on lui a dit tu n'es pas. On a dit tu blasphèmes si tu le dis. Mais il faut être sacrément balèze dans son Pour identité. pouvoir tenir, Mais sur la base d'une révélation. bien sûr. Parce que lui, que Marie, elle est née, que Marie, elle a accouché par la vertu du Saint-Esprit, lui, il n'y était pas. Donc il faut une sacrée révélation. Et il faut vraiment, pour chacun, je trouve, une révélation forte de qui je suis. Et une En construction. Jésus. Ouais. Et j'ai envie de dire à un jeune ou à une jeune, c'est pas, je veux dire, il y a 20 ans, je parle pas comme je parle aujourd'hui. Ouais, d'accord. Mm. Mais parce Il y a- qu'on questionnait beaucoup. Je veux dire, ouais, mais aussi, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu aussi mon identité, même en Christ. Si quelqu'un oui, est une nouvelle créature, en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent. Mhm. On parle de devenir, d'une dynamique. C'est-à-dire, j'ai vu mon identité s'affirmer et grandir. Et c'est pas grave si à 22 ans, tu n'as pas Toutes les réponses. toutes les C'est réponses. clair. C'est pas grave si à 25 ans, tu sais pas. Je suis retourné à l'école. J'ai fait une école d'éduc à 27 ans, tu vois. Mm. Je veux dire, je me cherchais encore, moi, même dans mon parcours professionnel, après avoir fatigué les bancs à la fac. L'identité va se construire au fur et à mesure que tu vas laisser aussi le Saint-Esprit grandir en toi, ta foi évoluer, le Seigneur conduire ton chemin, et au fur et à mesure tu vas rentrer dans dans cette identité pleine et entière. Et c'est pas grave si aujourd'hui elle n'est pas tout à fait pleine. Prends déjà ce qui est aujourd'hui et accroche-toi sur ce qui est aujourd'hui. Et sois conscient que c'est Christ qui va te remplir. Amen. Si tu sais que Christ te remplit, ben il va redresser avec le temps, il va redresser ce qui doit être redressé, C'est juste. il va enlever ce qui doit être enlevé, parce qu'il y a des trucs, il y a des mensonges qui doivent être enlevés. Mais je suis complètement d'accord avec Et toi, ce c'est que un tu fais cheminement. pas, ton épouse va t'aider. Et là où elle n'arrive pas, les enfants vont t'aider aussi. Exactement. Mais je voulais terminer avec ça, c'est que... Ah, pardon. mais non, mais c'est vrai, Mais c'est c'est juste parce que- en fait, les rôles que Dieu nous donne aussi, Bien sûr. parce que Et- vous étiez là, j'avais prêché au perchoir il y a quelque temps, là, chez les jeunes adultes. Le fait d'être, je suis, c'est quand tu es vraiment, c'est là où tu es ressourcé. Et en fait, on est dans un monde où on fait beaucoup. On fait plein de trucs. C'est Marthe et Marie, quoi. Mais Marie, elle a su s'arrêter et être à un moment donné clé où il y a Jésus qui vient. Mais Marie, c'est pas une flemmarde. Elle fait plein de trucs aussi autour. Mais là, elle sait être. Quand tu es Claude, fils du roi des rois, ça te remplit. Quand tu es, Amen. mais quand tu es père, ça te remplit. C'est juste. Quand tu es Époux. pasteur, ça te remplit. Quand Amen. tu es époux, ça te remplit. Amen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, être père, c'est faire ce que fait un père. Je dois préparer les gamins, je dois les amener, mais on ne sait plus être. C'est juste. Et l'être, c'est ce qui est fondamental. Et ces étapes-là de l'être, en fait, elles construisent ton Ton identité. identité. Et elles muent, en fait. Il y a des trucs, tu t'affermis avec les années, quoi. Bien sûr. Et avec les épreuves aussi. Avec les vents contraires. Hein. Mais j'ai l'impression que notre identité, elle est pleine en Jésus. Amen. Et que c'est à nous de découvrir qui on est. En Et Christ. pas... c'est ça, en fait. Et c'est pas de se dire, OK, je construis, parce que je pense que c'est déjà là. Mais juste, on n'a pas encore conscience de tout ce que ça veut dire. Et c'est là où ça devient... Il y a des choses que tu vas découvrir et il y a des choses qui vont te révéler. Oui, mais c'est ça, mais c'est que c'est lui qui nous connaît parfaitement, c'est lui qui nous a créés. Et des fois, on a l'impression que nous, on sait mieux parce que... Mais en fait, on ne sait pas du tout. Et c'est lui qui vient nous révéler des choses, des trésors. Et il y a des choses qui sont juste claires dans la Bible. Et j'aimais bien ce que tu disais, je crois, Claude, sur le fait que... en fait, il y a des choses qui sont déjà juste
que tu vas pas comprendre, mais il y a des choses qui sont claires. Enfin, juste, t'as été créé, aimé, choisi. Enfin, des choses qui sont déjà là. Puis après, il y a d'autres choses qu'on découvre ou qui sont révélées au fur et à mesure du temps. Mais on a déjà des choses qui sont juste écrites dans la parole. Et si déjà on cherche à connaître ça. Et la Bible me dit que je suis plus blanc que neige. Alléluia. C'était une belle conclusion, Claude. Il fallait qu'il termine sur un truc. Mais il faut que ce que tu sais là, ça soit une révélation. Amen. Il faut que ça vienne. Pour un enfant de chrétien, c'est ça le plus grand défi. Mais Dieu va nous aider. Hein. Amen. Les amis, on va terminer là. Je trouvais que, on a bien parlé, on pourrait continuer. Je trouve que c'est super intéressant. Ouais. Merci à chacun d'entre vous. Merci Claude aussi de ton apport. Si tu veux. De la génération précédente. Parce que là maintenant, c'est une génération avec Justine. Vous êtes une génération à peu près. Ouais. Bah, je pense. Hein. Bah ouais. Salut, génération. T'es de quelle année? Il le dira pas. 80. Non, mais je crois que t'es de T'as mal vu sur la carte d'identité avant? Ouais, j'ai pas cette révélation. Tu veux encore ma carte d'identité? Non, mais t'es de la même génération que moi, je crois encore. Moi, je suis la fin de la génération. Parce que toi, t'es pas une génération Z. Hein. Non, je suis génération. Toi, t'es un millénial. Millénial, ouais. C'est fou comment. Mais jusqu'à 92 millénial. Là, j'ai 93. Donc, je suis la fin. Et toi, je suis Y. T'es Y, t'es sûr? Sûr. Oui. Ah ouais? Je pense. Oui, c'est bon. Hein. Pardon. Excusez-moi. Comment elle a lancé. On va prier. On avait bien terminé, t'as vu comme elle a... Seigneur, pardon. Lucas, tu veux bien prier? Yes. Merci Père éternel parce que tu es ce Dieu puissant, tu es ce Dieu qui nous aime, Seigneur Jésus, et quoi qu'il arrive, quoi que la société puisse dire, quoi que la société puisse penser de nous, Seigneur, nous savons que nous sommes tes enfants. Amen. Nous sommes les enfants du roi des rois et telle est notre identité, Seigneur Jésus. Père, que les gens qui regarderont cette émission puissent être touchés par toi, Seigneur Jésus, et que vraiment ils puissent être fortifiés par ce sujet ô combien important, et que jamais ils ne puissent oublier qu'ils sont tes enfants et qu'ils ont de la valeur à tes yeux, Père, et Seigneur, que vraiment ils puissent être fortifiés également par la lecture de ta parole, Seigneur, et qu'ils puissent être inspirés par toutes les vérités fondamentales qui sont dans ta belle parole, Père éternel. Amen. 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 Merci à vous trois. Merci les amis. Plaisir. Soyez bénis. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission qui est un peu plus classique. Et je me réjouis de vous revoir. N'oubliez pas sur toutes les plateformes audio aussi, entre autres Spotify, etc. Soyez bénis. Ciao, ciao.